Et bienvenue dans cette vidéo, on va parler des tendons, comment agir dessus, espérer pouvoir les guérir. Je vous donne toutes mes astuces, toute mon expérience, mais avant ça, petit générique. Et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des tendons ou comment agir sur les tendons. Tendons qui peuvent être donc sujets à des tendinites ou bien sujets à un problème tel que la tendinose. Tendinite qui serait l'inflammation des tendons, tendinose qui serait plutôt la dégénérescence des tendons. C'est un gros problème quand on est pratiquant de musculation puisque c'est vraiment la charnière. Vous avez votre os, vous avez votre muscle, vous avez le tendon qui crée la liaison entre les deux. Et c'est probablement presque une des erreurs de la nature si le muscle est probablement extrêmement bien irrigué en sang et ayant la capacité de se régénérer très facilement. L'os peut être relativement facilement réparé de manière mécanique par la médecine actuelle et de toute façon se refaire de lui-même aussi quand on est plâtré. Le tendon, c'est quelque chose de beaucoup plus vicieux, de beaucoup plus compliqué à soigner. Et on va essayer d'un petit peu en parler dans cette vidéo, même si malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, mais il y a énormément de choses qu'on peut essayer, envisager, expérimenter. Alors, si vous arrivez sur ma chaîne pour la première fois, le maître mot de ma manière de présenter mes vidéos, c'est toujours le suivant. C'est simplement du partage d'expérience, hein, ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai expérimenté, mon parcours que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc ce n'est pas des vérités absolues, c'est simplement un partage d'expérience. La vidéo est divisée en 4 parties. Une partie, on va parler des soins qu'on peut apporter à nos problèmes de tendons, les compléments et les nutriments qui sont importants pour ça, l'alimentation et on parlera aussi de l'entraînement. Alors, on va démarrer par la partie soins. La phase aiguë, donc quand on a vraiment une grosse douleur au niveau des tendons, il faut prendre du repos, ça c'est clair et net. Mais ça doit être temporaire, il ne faut pas se lancer dans des repos interminables parce que de toute façon, moi j'ai vraiment remarqué qu'il faut solliciter le tendon pour, avec le temps, guérir ou s'améliorer. Donc une phase aiguë, oui, repos total, mais ça doit être temporaire. Dans ces périodes-là, on aurait tendance à prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc style Nurofen. Si on a vraiment très très mal, pourquoi pas? Mais attention, on est vraiment dans une réponse symptomatique et absolument pas dans une réponse de causalité. Donc c'est vraiment pour se soulager temporairement, c'est vraiment quelque chose qui doit être très court. Donc j'ai noté dans mon pense-bête, anti-inflammatoires non stéroïdiens n'ont aucun intérêt, ni les stéroïdiens. Donc stéroïdiens, c'est style cortisone, hein, qui sont donc des anti-inflammatoires stéroïdiens, et donc dérivés du cortisol. J'ai noté également en dessous, injection de cortisone. Attention, effectivement, c'est connu, hein, beaucoup de médecins vont avoir comme réflexe de vous injecter, si vous avez vraiment une terrible douleur, de la cortisone dans vos tendons. C'est corrosif, donc avec le temps, c'est quand même quelque chose qui se sait maintenant, mais il y a encore beaucoup de médecins qui pourraient faire l'erreur, donc à vous évidemment être conscient de ça. C'est extrêmement corrosif pour les tendons, donc vous augmentez fortement votre chance de rupture. Donc c'est quelque chose vraiment à ne pas faire. Je vais prendre l'exemple par exemple de l'épaule. N'allez pas injecter de la cortisone dans votre épaule au risque de l'abîmer davantage. J'ai noté par la suite, la phase chronique, le repos n'est pas une solution. Effectivement, si vous entrez dans une phase chronique, vous dire « Ok, mon épaule est foutue, je ne dois plus y toucher, le tendon de mon biceps est foutu, je ne dois plus y toucher ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, laissez les choses totalement à l'arrêt, le corps humain a besoin d'être sollicité. Donc, je pense réellement
que ne plus toucher à rien quand on entre dans une phase chronique n'est pas une bonne solution. Et puis de toute façon, je le répète, bien sûr la vidéo peut être écoutée par tout le monde, mais je m'adresse essentiellement à des pratiquants de musculation. Ce n'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'on est. On cherche toujours à avoir des solutions. Donc au niveau des soins, on va pouvoir éventuellement envisager les massages transversales profonds. On appelle ça des MTP. C'est une technique très connue chez les kinés. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je me souviens avoir été chez un kiné pour le tendon du biceps. Et le gars a passé 3/4 d'heure sur mon tendon du biceps à le masser très, très, très fortement. C'est assez douloureux, surtout quand on a le tendon qui, moi, dans mon cas, était très, très dur, très, très rigide, vraiment bien enflammé. Et le kiné a passé 3/4 d'heure à le masser, donc à la perpendiculaire, afin de vraiment, j'aurais presque envie de dire, de le blesser davantage pour amener une grosse circulation sanguine. J'avais le bras qui était très très rouge. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut renouveler chez soi, voir si ça nous aide, voir si ça nous soulage. Le but est toujours le même, hein, peu importe la thérapie qu'on va essayer, qu'on va choisir, le but sera toujours le même, ce sera d'irriguer au maximum en sang, parce que le tendon, peu importe lequel, est très très peu irrigué. Donc il faut vraiment aller le stimuler. Et les massages transverses profonds, c'est la technique la plus simple, qui ne demande rien, à part vos 2 pouces, vous avez besoin de rien. Ça fait mal, mais effectivement, avec le temps, on sent que le tendon se ramollit, on regagne en souplesse. Donc voilà, technique, un grand classique, mais à essayer. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la thérapie chaud-froid. Personnellement, je fais ça de la manière suivante, avec un cool pack, que vous laissez dans votre congélateur pendant toute la journée. Vous le sortez, vous le mettez une demi-heure sur la zone, imaginons par exemple le biceps, et puis je vais mettre de la lumière rouge dessus. Donc vous achetez un petit spot de lumière rouge, moi j'en ai un de chez Philips, une grosse lampe rouge, et là ça amène aussi énormément de chaleur, énormément d'irrigation sanguine. L'irrigation sanguine du froid et l'irrigation sanguine du chaud n'est pas la même. L'un est plus profond, l'autre est plus superficiel. Donc les deux sont intéressants et les deux en combinaison vont amener vraiment une très bonne irrigation sanguine, un bon soulagement, une bonne détente, surtout le chaud bien sûr, puisque le froid est plutôt crispant, mais surtout le chaud. C'est pour ça que je préfère finir par le chaud. Et surtout la lumière rouge, c'est connu pour... Théoriquement, évidemment, ça c'est sur le papier, j'espère que c'est vrai, en tout cas c'est dans cette volonté d'y croire naïvement que je le fais, de booster la synthèse de collagène, donc évidemment le collagène qui sera une des clés en termes de nutriments de nos tendons. Dans les choses un petit peu plus évoluées, on a les ondes de choc. Les ondes de choc, il faudra évidemment aller chez un kiné qui dispose de la machine. Moi j'ai fait ça sur mon biceps, encore une fois. Je n'ai pas de souvenir que ça soit douloureux. Pareil, toujours cette volonté d'aller casser, un petit peu comme les muscles. Finalement, c'est le principe du bodybuilding. On casse de la fibre pour la reconstruire plus forte. Et bien, dans le cadre des ondes de choc, c'est un petit peu la même idée, une grosse irrigation sanguine toujours. Et donc là, c'est une machine, c'est un pistolet, il va venir le mettre sur la zone, sur le tendon, et là vous allez avoir énormément de pulsations, énormément d'ondes de choc en quelques secondes qui sont envoyées. Donc il y a de très bons témoignages là-dessus, il y a de bons résultats. Malheureusement, tout ça il faudra expérimenter, il faut y aller évidemment étape par étape, donc du plus simple au plus sophistiqué, mais voilà une technique qui vaut la peine d'être essayée et qui ne nécessite pas un repos complet. Donc ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Quand on fait les ondes de choc, on n'est pas mis au repos, donc on peut aller s'entraîner. Voilà, c'est pas trop onéreux non plus, mais tous les kinés n'ont pas la machine. Donc ondes de choc, en tout cas à retenir, dans une première démarche de thérapie relativement simple. On a par la suite les injections de PRP. Le PRP, c'est l'abréviation de plasma riche en plaquettes. Donc là, dans un premier temps, le médecin va devoir vous faire une prise de sang. Le sang va passer dans une centrifugeuse et on va en ressortir donc
un liquide jaunâtre, qui est donc le plasma riche en plaquettes, et qu'on va venir injecter dans votre tendon. Donc là, on est évidemment dans de la médecine déjà un peu plus avant-garde. Moi, j'ai dû faire ça pour mes tendons d'Achille. Alors attention, je fais une très brève parenthèse sur mon problème au niveau des tendons d'Achille parce que je n'ai pas eu de bons résultats, mais il faut comprendre que ma blessure est chimique et non pas mécanique. Beaucoup de gens qui ont expérimenté les PRP avec une pure blessure mécanique, donc j'invente, vous êtes joueur de basketball, vous avez couru, un faux mouvement, vous vous êtes pété le tendon d'Achille sur le parquet. Je pense que les injections de PRP peuvent très bien vous réussir. Moi, mon problème de tendon d'Achille vient d'un antibiotique. J'en parlerai très brièvement par la suite si vous ne connaissez pas mon histoire. Sinon, j'ai une vidéo entièrement sur le sujet. Donc, je l'ai dit, prise de sang, passage dans une centrifugeuse, et puis on vient réinjecter le plasma riche en plaquettes directement dans le tendon. Il faut évidemment trouver un kiné, enfin non, kiné à mon avis, ça m'étonnerait que ça existe, mais un médecin qui connaisse la technique, qui l'approuve aussi, et qui est un petit peu dans cette vision de médecine régénérative. Parce que la plupart des médecins vont évidemment vous dire « moi je peux vous injecter de la cortisone », mais ça c'est une vision symptomatique, donc on va vous enlever de la douleur, mais on ne va absolument pas chercher à régénérer ou à renforcer votre tendon. C'est la vision de l'injection de PRP. Et puis par la suite, on a, si on va encore plus loin, mais là on rentre dans des budgets très très onéreux, je ne pense pas que dans nos pays ça soit très répandu, c'est les injections de cellules souches. Donc là c'est le même principe que le PRP, mais on va venir chercher dans votre graisse également des cellules souches afin qu'elles se reproduisent dans le tendon. Donc au niveau de la démarche c'est très similaire, mais on va rajouter les cellules souches de votre graisse. Ça peut aller se chercher aussi dans la colonne, je pense, mais le plus répandu, ce sont les cellules graisseuses. On rentre dans des budgets très importants, je l'ai dit. Il faut évidemment trouver des médecins par chez nous qui pratiquent ce genre de choses. C'est devenu extrêmement courant aux États-Unis. Donc ça fait partie des nouvelles méthodes les plus avant-gardes, les plus modernes pour aider nos tendons. On peut aussi envisager les anabolisants. Alors les anabolisants, évidemment, dans le milieu de la musculation, on sait tous ce que c'est. Les stéroïdes anabolisants sont au même titre que les stéroïdes catabolisants, qui seraient la cortisone, font partie de la pharmacologie du médecin et sont disponibles en pharmacie, en tout cas en Belgique, puisque moi je suis belge, donc je parle pour ce que je connais. Je sais qu'en France c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc anabolisant ne veut pas forcément dire dopage, ne veut pas forcément dire gros bodybuilder de 130 kilos. La nandrolone, puisque c'est celle que j'ai retenue pour parler dans la vidéo, est donnée à nos grands-parents à dose thérapeutique pour ne pas se fracturer la hanche, par exemple. Est donnée aux femmes qui ont une ostéoporose après la ménopause, afin effectivement de garder une densité minérale osseuse correcte. Donc, anabolisant, c'est un médicament, anabolisant à haute dose, détourné, évidemment, c'est du dopage. Donc ce n'est pas de ça dont je parle dans la vidéo. Donc vous avez la nandrolone, qui est plus connue sous le nom de décadurabolin, qui peut être pris à dose. Évidemment, vous dites c'est un bodybuilder, il va vous rire au nez, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ces dosages? Mais un dosage thérapeutique, ça se promène entre 25 et 75 mg par semaine. C'est déjà assez beau. Et 25 mg pour... tous les 15 jours, tous les mois, ça peut très bien le faire aussi. Évidemment, ce sont des doses très très légères. Dans le cadre du dopage, on parlerait de monter au-delà de 150 à 200 mg. Bien sûr, les effets sur le collagène peuvent être plus intéressants. Il y a énormément de témoignages sur un effet très anti-inflammatoire, un effet très booster de collagène, mais il faut entrer dans des dosages qu'aucun médecin ne vous prescrira. Donc, il faudrait dépasser les 150-200 mg, ça n'existe pas. Je l'ai dit, beaucoup de témoignages intéressants sur la prise de décadurabolin pour les douleurs articulaires et tendineuses de par cet effet booster de synthèse de collagène. Quand vous lisez la notice du décadurabolin, c'est assez étonnant, il est clairement noté médicament ayant pour but la reconstitution des tissus, suite à des opérations importantes,
ou à des maladies chroniques invalidantes. Donc c'est un médicament très très intéressant, très intelligent. Et aussi, il est noté dans la notice, et je trouvais que c'était important de le souligner, doit être combiné à une alimentation très riche en protéines, très riche en vitamines, très riche en minéraux. Donc effectivement, c'est un médicament qui va vous donner la possibilité de rentabiliser fortement les nutriments que vous allez mettre dans votre corps afin d'espérer guérir. Ça booste énormément aussi l'hormone de croissance, même à petite dose, il ne faut pas prendre des doses colossales, l'hormone de croissance va fortement monter aussi, ça se reflète dans la prise de sang. Donc voilà, médicament intéressant, bien sûr, à dose thérapeutique, je le répète, pour minimiser les effets secondaires, et malheureusement, il faudra trouver un médecin, encore une fois, dans cet état d'esprit, dans cette vision de régénération intérieure du corps, et non pas de plâtre ou de masquer de manière un petit peu idiote en réalité, hein, de masquer simplement les symptômes, la douleur. Non, il faudrait essayer d'aller trouver au contraire un moyen de régénérer, de renforcer le tendon plutôt que de mettre des œillères. Alors, ce qu'il faut faire très attention aussi, ce sont les personnes qui sont sous anti-oestrogènes. Donc ça, je pense par exemple aux gens qui prennent de la testostérone. Si vous avez une prise associée à un anti-oestrogène, c'est connu pour être bouffeur de minéraux, et donc les tendons peuvent être affectés par ça. Donc anti-oestrogène, il faut faire attention. Mais enfin, je pense quand même que ça reste quelque chose de gentil comparé à la note suivante, hein, qui est attention aux fluoroquinolones, qui sont vraiment, vraiment un poison digne de la sorcellerie pour vos tendons. Donc voilà, ce ne sera pas le sujet de la vidéo, puisque j'ai une vidéo qui est entièrement consacrée à ça. Mais fluoroquinolones à ne surtout jamais prendre quand on est sportif. J'aurais de toute façon tendance à dire à ne jamais prendre pour personne, sauf si votre vie est en danger, mais sûrement pas pour un sportif. Donc voilà, important quand même de citer ces deux médicaments, hein, qui sont connus pour affecter les tendons, l'un de manière incroyable et l'autre de manière, on va dire, très légère, mais quand même à long terme, c'est connu que les gens qui ont une prise d'anti-oestrogène très importante peuvent fragiliser leurs tendons. Alors, on va parler un petit peu des compléments et des nutriments qu'on peut apporter au niveau de notre supplémentation. On a un incontournable, c'est les oméga 3. Les oméga 3, de par l'effet anti-inflammatoire, je pense quand même que c'est important de les avoir dans notre stack. Oméga 3 de bonne qualité. On sait très bien que notre alimentation est totalement dépourvue d'oméga 3. Bon, évidemment, je le répète, je m'adresse à des sportifs, donc théoriquement, vous avez une alimentation plus ou moins saine, mais enfin, néanmoins, on fait quand même très souvent tous l'erreur de se contenter de filets de poulet, de steak, de riz, d'un petit peu de brocoli pour les légumes, et basta. Donc là-dedans, il n'y a pas d'oméga 3, donc c'est pas très très riche là-dedans. Donc quand même avoir 3-4 gélules d'oméga 3 de bonne qualité, c'est quand même très important. Le magnésium aussi, un constituant essentiel de nos minéraux. Ça intervient dans tellement de réactions du corps, le magnésium, que c'est présent dans tout. Donc ne surtout pas avoir peur de prendre beaucoup de magnésium. Les tendons sont liés à ça aussi. Et je le répète, 300 réactions du corps. Donc c'est plus que de l'essence pour votre corps, le magnésium. Hein. Il faut vraiment pas hésiter à en prendre. Attention aux sels de magnésium, ne pas prendre n'importe quoi. Certains sels peuvent être irritants pour votre estomac. Donc n'allez pas faire l'erreur d'acheter, on va dire, un oxyde de magnésium et de dire « Ah, moi le magnésium, ça me donne mal au bide » et d'abandonner l'idée. Non, vous avez simplement un magnésium de mauvaise qualité. Optez plutôt pour les citrates, hein, j'en parlerai un petit peu plus tard. Les citrates qui sont très désacidifiants, hein, puisque le problème avec les tendons, c'est le fait d'être désacidifié. Hein, d'être acidifié, pardon. Hein, il faut justement arriver à désacidifier notre corps, parce que l'acidification, eh bien, comme son nom l'indique, est corrosif, nous abîme, nous oxyde en réalité. Et voilà, le magnésium est lié à ça. Donc, citrate pour le côté désacidifiant, bisglycinate, hein, qui est donc combiné à la glycine, très intéressant aussi, très facile à digérer. Donc voilà, très important de se supplémenter en magnésium aussi.
On a le collagène. Le collagène, c'est un grand classique, hein, c'est très à la mode pour l'instant. Les compléments alimentaires ne manquent pas. On a le peptane, hein, qui est donc le plus connu. Hein, beaucoup de grandes marques qu'on aime bien en proposent. Donc, ne pas hésiter évidemment à booster nos shakes de whey, hein, si vous en prenez avec 5 grammes éventuellement de collagène à chaque fois, je pense que c'est une très bonne idée. Et la vitamine C qui participe fortement à la synthèse du collagène, donc avoir éventuellement une vitamine C à la fin de son entraînement, ça peut être intéressant aussi. On a tendance un peu à l'oublier, mais participe fortement à la synthèse du collagène, la vitamine C. Donc voilà, et en plus, je vous apprends rien en vous disant que la vitamine C, ça coûte absolument que dalle. On va parler de l'alimentation, quelque chose qui peut prêter à sourire, mais qui est pourtant une solution toute simple, une solution de grand-mère, hein, les recettes de grand-mère comme on dit. C'est le bouillon d'os. Le bouillon d'os, vous allez acheter une carcasse de poulet. Si vous n'avez pas envie d'acheter une carcasse de poulet, vous achetez des ailes de poulet, vous achetez des cuisses de poulet, enfin peu importe, ça ne doit pas forcément être du poulet, ça peut être autre chose. Vous allez mettre tout ça dans une casserole avec 2 litres d'eau. Vous allez faire cuire ça à très 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 petite ébullition pendant 6 heures. Vous allez rajouter là-dedans tout un tas de légumes de votre choix. Du vinaigre de cidre, très important pour aller attaquer les os. Du citron, très important également pour, encore une fois, aller attaquer les os. Et là-dedans, après 6 heures, vous allez en ressortir un bouillon qui va être une bombe de collagène, de chondroïtine, de MSN, de glucosamine, de collagène, je l'ai dit, de vitamines, de magnésium, de plein de choses. Tous ces compléments alimentaires dont on se gave en pilule, vous allez les avoir de la manière la plus assimilable possible. Beaucoup de glutamine aussi. Donc en plus, c'est un véritable pansement pour votre intestin. Donc le bouillon d'os, ça a beaucoup de bienfaits. Le côté désacidifiant, puisqu'on aura beaucoup de légumes dedans, enfin beaucoup de légumes si on en met évidemment. Donc les recettes, c'est pas ce qui manque. Là, je vous laisse vous en inventer une. Je vous encourage vivement à aller regarder des vidéos sur le bouillon d'os. Il y a 2 youtubeuses qui ont fait 2 vidéos assez sympas. Vous les trouverez très facilement. Carcasse évidemment de viande de poulet bio, hein. On va pas faire un bouillon, on va aller extraire tous les nutriments d'une viande ou d'un animal totalement contaminé aux antibiotiques et autres saloperies, donc évidemment bio, ça me paraît évident. Et voilà, essayez quand même de faire ça au moins une fois par semaine. C'est une soupe, hein, en réalité, et d'un point de vue goût, ça dépendra uniquement de ce que vous avez mis dedans. Donc des carottes, des oignons, du curcuma, du gingembre, et tous les légumes classiques qu'on met dans un bouillon, donc très très intéressant. J'ai déjà dit que j'allais faire une vidéo là-dessus. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir si ça vaut la peine que je le fasse. Par la suite, j'ai noté acidification de l'organisme. Acidification de l'organisme, mais oui, parce que nous avons une alimentation super riche en protéines. Les protéines sont acidifiantes. Notre entraînement est très acidifiant également, hein, ce qu'on appelle l'acide lactique quand on s'entraîne, hein, qui nous crée ces fameuses courbatures. Donc, il faut désacidifier tout ça. Et pour ça, il faut utiliser des citrates. Les citrates, on les retrouve dans la poudre du Dr Jacobs. J'en parle dans déjà 2 autres vidéos. Donc, vous tapez sur Internet, poudre alcalinisante du Dr Jacobs. Là, vous prenez une dosette, vous la mettez dans votre eau, vous allez avoir là-dedans tout sous forme de citrate, du potassium, du zinc, du magnésium, du silicium, je ne sais plus quoi d'autre, de la vitamine D aussi, je pense. Et voilà, très important pour vous désacidifier. Je sais bien que je l'ai répété plusieurs fois ce mot, mais ça reste quand même le maître mot quand on a des problèmes de tendons, on va dire purement mécaniques ou purement de sollicitation ou purement de vieillissement. Légumes, salades et fruits massifs pour compenser. Eh ben oui, effectivement, avec une alimentation classique de bodybuilder, donc un bon steak, un bon morceau de poulet, des œufs, du riz à côté. Et si à côté il n'y a jamais de légumes, forcément la balance commence un petit peu à être défavorable, hein. On se gave de protéines, on se gave de sucre, et là-dedans il n'y a jamais de minéraux, il n'y a jamais
Il n'y a jamais de couleur, donc voilà, quand même essayer de toujours avoir une belle salade, avoir des bons fruits, c'est important. Et alors, pour les personnes qui ont un peu du mal à manger des légumes, et c'est mon cas, moi je suis pas très fan des légumes, j'essaie de compenser tout simplement en faisant des doses massives de jus de légumes. Donc par exemple un énorme jus de carotte après l'entraînement. Moi personnellement, la whey après l'entraînement, ça fait des années que je l'ai oublié. Je m'en fous complètement d'avoir ma whey après l'entraînement. Je ne crois absolument plus à ce schéma de progression. Pour moi, l'alimentation doit être protéinée du matin jusqu'au soir et non pas immédiatement après l'entraînement. Il me faut dans les 20 minutes ma whey. Donc tant que votre sang est suffisamment nourri en acides aminés, c'est pas quelques minutes ou même 1 heure ou 2 trop tard qui va changer quoi que ce soit. Par contre, un bon jus de légumes juste après votre entraînement pour bien vous reminéraliser, vous donner tout un tas de vitamines, bien vous réhydrater, ça c'est important. Jus de concombre, jus de carotte, on l'a dit. Pendant l'entraînement, j'aimais bien aussi jus de betterave, hein, c'est très vasodilatateur, donc c'est bien aussi pour l'afflux sanguin dans les muscles. Donc voilà, toutes des idées comme ça de jus, hein, pour les gens qui sont pas très fans des légumes, faut reconnaître que bon, moi j'ai une petite préférence pour, puisqu'on cherche à en avoir de manière massive, je préfère l'idée des jus. Jus à faire effectivement à l'extracteur, hein. L'extracteur c'est important, donc c'est avec la vis qui tourne très lentement afin de ne pas oxyder, abîmer le légume ou le fruit. Puisque le but, évidemment, dans notre cas, c'est pas forcément de boire quelque chose qui nous goûte, même si c'est toujours délicieux, hein, c'est très, très difficile de rater une recette de jus de légumes ou de jus de fruits, mais le but, c'est surtout d'avoir un maximum de nutriments. Et on en arrive enfin à la partie entraînement, qui est la partie, je pense, la plus importante, parce que si vous adoptez toutes les recommandations qu'on vient de citer, mais que votre entraînement n'est pas adapté, que votre entraînement est constamment dans l'erreur, très bien, on met un pansement, on met de la pommade, on met plein de choses, mais à côté, on sollicite toujours de la mauvaise manière le problème, et donc on entretient le problème de manière infernale et infinie. Donc j'ai noté revoir son échauffement et son ego. Bon, s'il y a bien quelque chose, si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes débutant, sauf si vous êtes un débutant qui est extrêmement bien coaché, je pense que s'il y a bien quelque chose qu'un pratiquant expérimenté va de plus en plus améliorer, c'est son échauffement. Donc personnellement, l'échauffement, pour moi, c'est au-delà du simple fait d'aller 5 minutes sur un elliptique et d'avoir un petit peu le corps qui monte en température. C'est bien au-delà du fait de balancer les bras 3-4 fois. Un échauffement, pour moi, ça dure presque plus d'une demi-heure. Mais ce que je considère pour un échauffement sera peut-être pour quelqu'un d'autre déjà un entraînement. Donc l'échauffement, ça veut dire monter en puissance. Ça veut dire, c'est la capacité adaptative du corps. C'est une phrase que j'ai bien retenue, que Rudy Koya avait utilisée dans une de ses vidéos. La capacité adaptative du corps. Vous ne pouvez pas être à votre meilleur niveau immédiatement. Les joueurs de tennis, avant de monter sur un court, ça fait déjà 2 heures qu'ils sont en train de s'échauffer dans les vestiaires, et quand ils sont sur le court, ils sont encore 20 minutes à taper la balle, etc. Et de toute façon, les plus grands coups, les échanges avec le plus d'intensité ne vont sûrement pas arriver dans les 15-20 premières minutes, ça va venir avec le temps. Donc l'athlète, le sportif monte en puissance, devient de plus en plus fort, parce que le corps est de plus en plus préparé à ça. Et surtout si vous avez un très haut niveau ou un haut niveau, parce que vous avez des capacités qui sont très élevées, mais votre corps n'est pas forcément prêt à cet instant précis. Donc il faut laisser du temps. C'est pour ça que je trouve qu'avoir des échauffements longs, qui entrent déjà dans un schéma d'entraînement, c'est très important. Et laisser son ego au placard, oui, ça c'est très important aussi. Ça rentre aussi dans le cadre de l'échauffement, parce qu'un échauffement très important peut peut-être des fois un petit peu vous manger de la performance, mais théoriquement, la musculation pure, ce n'est pas forcément un sport de performance. En tout cas, ce n'est pas l'objectif premier. Ça peut être dans le top 3 de vos objectifs, mais l'objectif premier, c'est avant tout vous développer d'un point de vue visuel, musculaire, bien sûr. Mais le but n'est pas forcément de faire 150 kg développé couché 10 fois. Quand je dis laisser son ego au placard, si vous savez
vous avez expérimenté plus d'une fois que telle charge, que vous avez pourtant fait depuis des années, et que ça passait très bien, bah, si ça ne passe plus, n'allez pas vous entêter, laissez votre ego au placard et restez sur une charge plus raisonnable et montez l'intensité d'une autre manière, montez la progression d'une autre manière. J'ai noté par la suite contourner la blessure et continuer. Donc contourner la blessure, ça veut dire que le corps humain, c'est assez dingue. Des fois, à 1 cm plus à gauche ou 3 cm plus à droite, ça peut passer. Eh bien, tout ça, il va falloir rechercher, il va falloir expérimenter tout ça. Donc, vous pouvez avoir un mouvement en biceps, hein, je reste toujours sur ce même exemple, un mouvement en biceps qui, vous l'avez pratiqué pendant 10 ans et ça passait très bien, et puis du jour au lendemain, ça ne passe plus. Cherchez un autre angle, cherchez, variez un petit peu, et peut-être que ça va passer. Donc, ne pas hésiter à continuer. La solution n'est très probablement pas dans l'abandon. Être créatif et rechercher une solution, bah, ça revient un petit peu à la même chose, mais être créatif, ce que je voulais dire, c'était surtout, il n'y a pas de mouvement indispensable en musculation. Si les grands classiques ne vous réussissent plus, pour rester sur le biceps, si le curl bar debout ne vous réussit plus et qu'il faut vous pencher en avant sur un banc pour faire un genre de curl, de spider curl, ou si vous le faire assis pour avoir une amplitude qui est beaucoup plus limitée puisque la barre tomberait sur vos cuisses, eh bien voilà, soyez créatifs. On peut inventer tout un tas de choses. Moi, personnellement, un mouvement que j'adore, c'est être couché sur un banc, la poulie au-dessus de ma tête, une barre rosette, et je curle de cette manière. C'est un mouvement très concentrique. Voilà une solution que moi j'ai trouvée pour continuer à entraîner mes biceps sans davantage m'abîmer. Changer les outils, les angles, les méthodes. Donc voilà, j'ai un petit peu anticipé sur la phrase qui suivait. Changer les outils, bien sûr, si les haltères, si les barres sont devenus des moyens d'entraînement trop agressifs pour vous, ben peut-être que vous allez être plus confortable sur des machines, peut-être que vous allez être plus confortable sur les câbles. Donc, c'est pas parce qu'on sait plus faire un curl aux haltères, s'il est devenu très douloureux, qu'on est foutu. On peut très bien utiliser d'autres outils. Varier les angles, on en a un petit peu parlé là tout de suite. Voilà, un spider curl, un curl descendant sur les cuisses, la technique que j'ai expliquée de concentrique, il y a plein de variantes. Les méthodes aussi, ne pas toujours s'obstiner dans le fait de dire, voilà, moi je vais faire 4x10 ou je vais faire dans ces fourchettes-là, mais peut-être que revenir à des fourchettes plus hautes, donc travailler plus dans l'endurance, travailler plus lentement, voire même très lentement, hein, une méthode que j'aime beaucoup qui est la méthode de Francis Benfato, qui s'appelle la PPM, très intéressant, qui peut nous permettre très souvent de continuer à nous entraîner dans une phase de blessure. Donc les méthodes ne manquent pas, il y en a énormément. Il n'y a pas que la méthode classique que tout le monde connaît, que tout le monde va expérimenter durant ces 10 premières années de pratique. De mettre toujours plus lourd. Toujours plus lourd aura malheureusement très rapidement une fin. Et comme fin, souvent une arrivée presque impossible d'y échapper à la blessure. Donc voilà, apprendre qu'il y a d'autres méthodes. Voilà, je viens de le dire, hein, envisager d'autres techniques que l'augmentation de la charge. Hein. L'augmentation de la charge, ça va un temps, mais il faudra apprendre d'autres méthodes. C'est totalement indispensable, sinon on va continuer à s'abîmer. En tout cas, il y a des génétiques, hein, il y a des génétiques qui pourront passer à travers le temps et qui passeront à travers les mailles du filet et qui resteront toujours forts. Et ce sont des gens qui sont faits pour ça. Si vous n'êtes pas fait pour ça à ce point-là, il faudra vous réinventer. Hein, c'est la dernière chose que j'ai notée. Vous réinventer pour pouvoir continuer ce sport qu'on adore. Et alors, dernière chose que je trouve très important, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est s'octroyer des périodes de repos plus longues. Qui a dit qu'il fallait entraîner les biceps tous les vendredis? Qui a dit que le lundi, c'était forcément les pecs? Si vous êtes arrivé à un stade où, parce qu'il y a 2-3 blessures, parce qu'il y a une pathologie, parce qu'il y a des blessures chroniques, parce qu'il y a des inflammations, vous devez vous octroyer des périodes de repos plus longues, mais pourquoi pas? Retenez que vous reposez de manière plus longue, c'est très bien. Laissez par exemple 10 jours,
10 jours, 12 jours entre deux muscles. Mais si ce muscle a été extrêmement bien sollicité, avec un très bon échauffement, un très bon entraînement qui aura duré le temps qu'il faut, et puis on lui laisse 10 jours de repos, 12 jours de repos, c'est quand même beaucoup mieux ça que de s'obstiner à lui laisser 5 jours de repos ou 7 jours de repos et de courir vers la blessure. Parce que quand il y aura la blessure réelle, celle qui vous handicapera, l'entraînement, lui, il sera plus là. Donc, moi, personnellement, j'ai expérimenté cette méthode, me reposer beaucoup plus. Ça me réussit très très bien. Par contre, effectivement, le jour de l'entraînement, là, c'est pas pour rigoler. Donc, le muscle, il est massacré et je lui laisse plus de temps parce que 5 jours, 7 jours de repos, c'est pas suffisant. Je le sens quand je suis à 7 jours, je me dis, tiens, je pourrais y aller, mais les 3 jours, 4 jours que je lui laisse en plus, sont vraiment bénéfiques. Pas au muscle, je suis d'accord avec vous, le muscle il a récupéré, mais à l'articulation. Voilà, ben, les tendons, c'est vraiment, c'est presque une erreur du corps, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui se fragilise de manière assez vite et qui malheureusement ne se régénère pas aussi facilement qu'un muscle. Donc c'est un peu dommage, on doit malheureusement faire avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si c'est des questions plus privées, vous pouvez me contacter en message sur Instagram aussi. Voilà, j'espère vraiment que vous aurez appris des choses et peut-être des idées auxquelles vous n'aviez pas pensé. Il y a plein de choses qu'on pourrait encore dire, hein. Il y avait tout un tas de compléments alimentaires que je n'ai pas cités. Il y avait les injections d'acide hyaluronique dans les tendons, ça existe aussi. Voilà. Mais de mon expérience, je trouve que tout ce qui a été cité ici est quand même important, intéressant et à expérimenter si vous êtes malheureusement dans les débuts de problèmes tendineux et si vous êtes de manière chronique dedans et que vous n'avez pas encore expérimenté tout ça, eh bien ça vaut 1000 fois la peine de se lancer dedans. À très bientôt.